Bonjour et merci au préalable à nos intervenants de nous avoir rejoints pour cette journée vidéo exceptionnelle de la Fédération Santé Habitat. Donc cette vidéo prend cadre dans la journée du 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le sida. Donc pour rappeler un petit peu les travaux et les débats, le titre de cette vidéo est « Lutte contre le sida et appartement de coordination thérapeutique, l'engagement ne doit pas faiblir ». Donc vous voyez que c'est une vidéo sur l'engagement fédéral, l'engagement associatif, l'engagement des pouvoirs publics. Donc l'objectif, c'est effectivement de faire un petit peu un bilan de cet engagement et de voir justement sur l'avenir. Donc, les règles du jeu de cette émission, je vais vous présenter rapidement et ensuite chacun aura la parole et quelques petites questions en plus si besoin. Donc nous avons la chance d'avoir en ligne avec nous Léonard Zitunga, le président de la Fédération Santé Habitat, qui prendra la parole pour introduire les propos. Nous avons Emmanuel Baudouanet qui est administrateur de l'association AIDS et que nous remercions sincèrement d'être présent parmi nous. Et nous avons les représentants de la Direction Générale de la Santé, la DGS. Voilà, on va faire attention aux acronymes dans cette vidéo. Donc nous avons le docteur Olivier Semama, chef du bureau des infections par le VIH, IST, hépatite et tuberculose à la sous-direction de la santé des populations et de la prévention des maladies chroniques, et Morgane Nico, qui est chargée des missions ACT Population Vulnérable à la Direction Générale de la Santé. Donc merci à tout le monde de nous avoir rejoints. Sans plus de délai, je donne la parole à Léonard Zitunga, le président de la Fédération Santé Habitat, pour ouvrir les travaux. Merci Grégory, et je me joins à toi pour remercier nos partenaires qui sont autour de cette table. Effectivement, nous avons souhaité organiser cette émission à quelques jours de la Journée mondiale de lutte contre le sida pour rappeler, dire que la lutte contre le sida doit continuer, que la mobilisation et l'engagement doivent rester de mise. Cet engagement qui a été celle de beaucoup de personnes, dont la Fédération Santé Habitat, qu'il convient de rappeler peut-être un peu l'historique. La Fédération Santé Habitat a été créée dans les années 98. D'ailleurs, l'appellation c'était Fédération Nationale Hébergement VIH, pour montrer le lien qui était avec le VIH. Et ce sont des directeurs et des présidents d'associations qui se sont regroupés pour faire reconnaître les appartements de coordination thérapeutique qui étaient précédemment dits appartements relais, mais aussi pour favoriser le travail de proximité et aussi pour continuer l'innovation. Je parle de mon innovation parce que la création des appartements de coordination thérapeutique en est une. En effet, comme tout le monde le sait, l'histoire du VIH a été marquée par des défis. Des personnes malades dans les années 84 sans traitement, sans prise en charge adaptée, la maladie signifiait la mort. Mais depuis, il y a eu des avancées significatives, des traitements adaptés qui permettent de vivre avec la maladie, alors qu'avant, la personne attendait la mort. Cette maladie qui a touché des vies a nécessité aussi des réponses collectives. Et c'est dans ces réponses collectives que s'est inscrit la Fédération FNH-VIH et la Fédération Santé Habitat aujourd'hui. D'abord, ces initiatives collectives, je le disais tout à l'heure, ça a été les personnes concernées, des militants et des associations et des services de l'État, comme aujourd'hui on est autour de cette table. Et ces personnes malades ont joué un rôle important dans la recherche des solutions. Leur résilience, leur engagement ont été des moteurs de progrès dans la prise en charge du VIH. C'est d'ailleurs ainsi que sont nés les appartements relais. Les appartements relais, c'était quoi? C'était des lieux pour accueillir, héberger les personnes qui étaient malades. Les personnes qui étaient malades
dont la maladie les stigmatisait. Et en 1994, on verra se créer un dispositif expérimental qui sont les ACT d'aujourd'hui, qui étaient pour accueillir les personnes atteintes par le VIH en situation de précarité, sans logement, isolées et ayant besoin d'un soutien psychosocial et pour ce qui était indispensable pour accéder aux soins. Aujourd'hui, les ACT sont vraiment des dispositifs innovants, mais des dispositifs adaptés. Adaptés dans le sens où ils allient une prise en charge médicale, sociale et psychologique. Ils allient une équipe pluriprofessionnelle. Donc, ces dispositifs ont su aussi évoluer vers ce qu'on appelle aujourd'hui les appartements de coordination thérapeutique hors les murs. Ça veut dire que cette expertise qui a été reconnue d'ailleurs et élargie en 2002 parce que les années 94-90 c'était le VIH et en 2002 il y a eu cette reconnaissance pour que cette expertise, ce savoir-faire soit élargi à l'ensemble des personnes atteintes de pathologies chroniques. Et dans cette évolution, il y a eu les appartements de coordination thérapeutique hors les murs, où l'équipe de travailleurs sociaux, de psychologues, d'infirmiers, de médecins peut se déployer sur les lieux de vie des personnes. Donc aujourd'hui, cette approche vraiment des ACT, elle a pu aussi inspirer d'autres dispositifs comme les lits halte soins santé, les lits halte soins santé qui accueillent là aussi des personnes atteintes de pathologies dites aiguës en situation de précarité. Elle a pu aussi inspirer la création d'autres dispositifs qui allient la santé et la précarité comme les lits d'accueil médicalisés. Et on a pu aussi montrer, les ACT ont pu montrer leur pertinence dans la mesure où les personnes que nous accueillons sont généralement issues des structures d'hébergement ou même dans la rue, mais du fait de l'accompagnement, du fait de l'expertise, les personnes sortent des ACT, par exemple, plus de 60% vers des logements de droit commun. On a pu redonner cette dignité, on a pu accompagner les personnes à l'accès au droit et permettre à les personnes de s'inscrire dans un parcours de santé. Donc tout ça pour rappeler que ce travail, ces dimensions médicales, sociales, pour offrir un accompagnement global pour les personnes atteintes de pathologies chroniques, grâce à cette action collective. Donc aujourd'hui, nous devons continuer, comme ça a pu être le cas par le passé, en se mobilisant à trouver des solutions collectives. Nous devons continuer ce combat qui n'est pas terminé pour souligner l'importance de ces dispositifs santé-précarité, mais pour aussi continuer à s'engager auprès des personnes fragiles, atteintes de pathologies chroniques et aussi soutenir le développement de ces dispositifs. Voilà ce que je pourrais dire, partager avec ceux qui nous regardent. Encore une fois, rappeler que vraiment le combat, l'engagement, la prévention doivent rester de mise. Même s'il y a eu des évolutions qui y a les traitements, on doit aussi se mobiliser pour le dépistage. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand il y a un dépistage précoce, on peut mieux être traité. Et c'est aussi les associations que nous fédérons sont engagées aussi dans le dépistage à travers notamment les TROD, les tests rapides d'orientation diagnostique, VIH ou hépatite. Donc nous continuons, la fédération continue de s'engager avec ses adhérents auprès des personnes les plus fragiles de notre société, avec nos partenaires associatifs et administration centrale dont la DGS présente sur le plateau, et on leur en remercie.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir ouvert nos travaux. Je passe maintenant, sans transition, la parole à Emmanuel Baudouanet. Alors, dans le titre de notre émission, il y a l'engagement. Donc, AIDS, c'est l'engagement. Donc, dites-nous tout, présentez un petit peu l'association, votre vision de la situation. Oui. La parole vous est donnée. Parfait. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci, cher Léonard, et merci aux collègues de la Direction générale de la santé d'être présentes. C'est important pour nous, ce dialogue qu'on peut avoir dans les couloirs du ministère, assez traditionnellement, mais aussi sur les plateaux pour pouvoir parler et témoigner quotidiennement. Léonard, ça a été très bien rappelé. La réponse collective, mais aussi la réponse communautaire. C'est ce qui a été rappelé à Denver en 1983, le rien pour nous sans nous. Et ça tombe bien, c'est le sujet de cette journée mondiale de lutte contre le sida placée par l'ONU, c'est redonner le leadership aux communautés. Et donc nous en sommes bien là. Et d'ailleurs, c'est ce que AIDS essaye de faire depuis 40 ans, puisque nous allons fêter nos 40 ans en 2024. Et présent actuellement dans 70 territoires. Nous sommes également en fédération internationale, Coalition Plus. Et justement, ça nous permet d'avoir une vision un peu globale de la situation, une situation qui s'améliore, mais avec des enjeux qui sont toujours d'actualité. Dans les enjeux qui se sont améliorés, en effet, on peut parler de ces échanges qu'on a pu avoir en 1990 avec la fédération à l'époque, dont on a été à l'initiative dès le départ. Et c'est important de le rappeler que, oui, d'une épidémie, celle de l'épidémie de VIH/SIDA, c'est né 80-90, on a réussi à faire pérenniser un dispositif. Quand on arrive à pérenniser une expérimentation, on est très content de le faire savoir. On parle souvent des lois Kouchner, de la loi Kouchner, celle du 4 mars 2002, mais en fait, ce sont les lois Kouchner. Il y a celle du 2 janvier 2002 qui est trop souvent oubliée et qui a permis d'élargir ce dispositif d'appartement de coordination thérapeutique. Aujourd'hui, on aurait pu aborder beaucoup de sujets. Je pense que la Fédération l'a fait encore très récemment sur les questions de l'inflation non couverte dans les dépenses de santé publique et notamment nos associations qui en sont pas mal affectées. La question du Ségur, où on attend encore des enjeux pour nos salariés, puisque nous avons aussi des salariés dans nos associations, aide ces 500 salariés et plus de 3000 personnes qui œuvrent sur le territoire. Mais il y a des sujets très spécifiques, je pense qu'il n'est jamais trop de le rappeler, mais les communautés qui sont les plus exposées, et ce sont ces communautés qui doivent nous intéresser particulièrement si on veut respecter cet objectif de zéro nouvelle contamination en 2030, objectif fixé par l'ONU. Ce sont les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, donc on va appeler HSH dans la littérature, 43% des nouveaux cas d'après le dernier bulletin épidémiologique. Les personnes issues de l'immigration et plus particulièrement celles issues de l'immigration qui viennent d'Afrique subsaharienne et aussi de ce qu'on va appeler la région Caraïbes. Et après, évidemment, les travailleurs du sexe, les consommateurs, consommatrices de produits psychoactifs, les personnes détenues ou anciennement détenues. On a encore beaucoup de travail à faire sur ces populations si on veut vraiment arriver à cet objectif de mettre fin aux nouvelles contaminations. Pour ça, on a des enjeux autour de la prévention. Évidemment, Léonard l'a très bien rappelé, le dépistage. On a eu pas mal d'avancées ces 10 dernières années avec le test rapide d'orientation au diagnostic, qui est démédicalisé. Les acteurs et actrices communautaires dans les associations peuvent procéder à ce test rapide sur le VIH, les hépatites C et B, et maintenant aussi les IST, notamment la syphilis. On a aussi un enjeu autour de la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, ce comprimé qu'on peut prendre tous les jours et peut-être bientôt en injectable. Nous attendons pour ça les décisions de la Haute Autorité de Santé. Mais aujourd'hui, 40 000 personnes sont sous PrEP en France. C'est encore trop peu, puisqu'on a encore de nouvelles contaminations, alors que le dépistage de la PrEP, ça peut contribuer justement à arriver toujours à cet objectif de zéro nouvelle contamination en 2030. On a beaucoup de travail, puisque une enquête qui est conduite tous les 3 ans à peu près, l'enquête ERAS, rappelle qu'un quart des rapports sexuels sont encore non protégés. Et contrairement à ce que l'on pense, ce ne sont pas les plus jeunes qui sont directement concernés, puisque les moins de 25 ans sont les personnes qui utilisent le plus ce préservatif en France. Donc on voit qu'il y a aussi ce souvenir à rappeler des années 80-90, on a toujours une épidémie en cours. C'est très bien que ça soit fait un peu oublier, ça montre qu'on peut vivre aujourd'hui avec le VIH et c'est important de le souligner. Une personne séropositive aujourd'hui ne transmet plus le VIH lorsqu'elle prend son traitement. Mais on a toujours ces enjeux de prévention à ramener les publics les plus exposés sur les méthodes, évidemment, du dépistage, mais aussi de la prophylaxie pré-exposition PrEP. On va avoir évidemment l'accès au matériel réduction des risques sexuels. On va parler du préservatif interne, externe. Aide, c'est plus d'1 million de préservatifs l'année dernière qui ont été distribués.
mais aussi de la réduction des risques liés à l'usage de drogue. Je pense que c'est un très bon exemple, alors qu'à la fin des années 90, un tiers des nouvelles contaminations concernaient les consommateurs, consommatrices de produits psychoactifs. La mise en place des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques d'usage de drogue, les CARUD, ont permis de faire aujourd'hui que ce public-là représente moins de 1% des nouvelles contaminations. Donc on le voit quand on se mobilise avec les communautés, les pouvoirs publics, en interassociatif, on arrive à trouver des solutions, à les mettre en œuvre et à réduire significativement les courbes de nouvelles contaminations. Et après, on a des plaidoyers qui sont très d'actualité. Là où on a des nouvelles contaminations, on va pour en aborder deux assez importantes, mais c'est celle dans les conditions de détention. Aujourd'hui, les personnes détenues, alors qu'on nous avait garanti un égal accès en 2016 aux personnes qui sont en détention, aux personnes qui sont en externe, notamment sur la réduction des risques à l'usage de drogue. Aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait le cas, et pourtant, c'est inscrit dans la loi depuis 2016, et on a encore des combats à mener. Et après, avec l'actualité sur le projet de loi de finances sécurité sociale et la loi asile-immigration, je pense qu'on peut en parler. Le ministre, d'ailleurs, s'est positionné au Sénat il y a de cela 3 semaines. Aujourd'hui, nos parlementaires doivent s'interroger sur la suppression de l'aide médicale d'État, ce qui est dramatique, l'aide médicale d'État a permis de réduire les contaminations au VIH. Les personnes issues de l'immigration représentent 50% des nouvelles contaminations à ce jour, et la plupart du temps se contaminent en France. Donc, si demain on réduit les dispositifs d'accès à la santé pour les personnes issues de l'immigration, on va vers une catastrophe. C'est là où on voit que les enjeux, les petites victoires qu'on a pu avoir ces dernières décennies, en fait, elles sont très fragiles. Elles ne sont pas inscrites dans le marbre. Donc, il est nécessaire qu'on maintienne, qu'on ait toujours cette vigilance et qu'on aille aussi vers l'innovation, comme le disait le président. Après, il y a évidemment des enjeux de mieux vivre avec le virus, avec le VIH. Oui, aujourd'hui, c'est une chronicité. Un rapport en 2008 a démontré, je le rappelle, qu'une personne séropositive sous traitement ne transmettait plus le VIH. Mais aujourd'hui, il y a le premier combat à mener, c'est celui de la lutte contre les discriminations, la lutte contre les stéréotypes des personnes séropositives à qui on refuse l'hébergement, à qui on refuse l'emploi, à qui on peut refuser les soins dentaires qui sont très communément cités. Donc il y a cet enjeu de lutter contre les discriminations. Et après, il y a le vieillissement, parce que c'est une chance aujourd'hui de pouvoir vivre avec le VIH. Ce n'est pas une chance de vivre avec le VIH, c'est une chance de pouvoir mieux vivre avec le VIH, évidemment, et de ne plus être dans ces années de cendre, des années 80-90. Mais chronicité veut dire aussi vieillissement des populations. Et c'est là où les dispositifs innovants, les appartements de coordination thérapeutique, j'ai envie de penser, étaient une première pierre. Mais on a encore beaucoup à faire. Comment est-ce que demain ça se passe, l'accueil d'une personne séropositive en EHPAD ? Ça fait partie des enjeux. Alors, on voit des initiatives qui sont très intéressantes de GEPAD, par exemple, ou d'appartements justement partagés. Mais ça aussi, ce sont des enjeux où il est nécessaire que les pouvoirs publics se saisissent du dossier pour financer et accompagner. Il y a des avancées, l'allocation à la vie partagée qui permet justement de permettre un peu ces modes d'habitat en autonomie. Mais on a encore des enjeux et qui ne sont pas encore tout à fait réglés parce qu'il y a la question de la précarité. Quand on a été une personne séropositive pendant plus de 20 ans, peut-être qu'à la fin des années 90, nous n'avions pas accès au traitement. Ces personnes n'ont pas travaillé, peut-être pas cotisé pour la retraite. Bon, on est un peu sorti du débat de la retraite, mais quand on demande de travailler 2 ans de plus à des personnes qui n'ont déjà pas tout leur trimestre à cause des pathologies, je pense que là, il y a un travail à faire. Comment est-ce qu'on accompagne ces personnes dans le vieillissement ? Parce que, oui, dans les années 80-90, une espérance de vie réduite. Et aujourd'hui, on vieillit comment ? Donc, la précarité qui s'installe dans ces communautés. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore répondu à tout. Voilà, donc je n'ai pas beaucoup de réponses, j'ai beaucoup d'interrogations. Mais là où je pense qu'on a quand même de belles avancées, c'est que depuis les années 90, à la Fédération, on est un excellent exemple, c'est qu'on a appris à travailler en interassociatif. Et ça, je pense que c'est vraiment moteur. On a pu le voir pendant la crise Covid-19, nos publics qui sont qui sont déjà exposés, parfois immunodéprimés, il a fallu les accompagner. On a vu des gros élans de solidarité, on a pu se retrouver. Et je pense que c'est un point qu'il faut marquer, c'est que quand on n'est pas content, acteurs et actrices associatives, on le fait remarquer au pouvoir public, mais il y a des choses qui se passent bien. Je pense que l'année dernière, l'épidémie de Mpox, donc dite de variole du singe, a montré qu'on était en capacité de travailler et réagir dans l'urgence avec les pouvoirs publics. Et moi, je crois à ce travail interassociatif en fédération avec les pouvoirs publics pour construire les politiques de demain.
Après, le problème, c'est qu'on a aussi, dans les politiques publiques, on a évidemment ces fonctionnaires qui nous accompagnent, mais il y a la prise de conscience de nos décideurs politiques, je pense aux parlementaires, qu'il est nécessaire de faire agir. Et j'espère qu'en période de loi de finances et loi de finances sécurité sociale, ces décideurs politiques vont prendre conscience de l'urgence. Voilà. Et je sais pouvoir compter sur nos collègues dans les administrations proches de nos associations pour pouvoir le rappeler. Merci beaucoup. J'ai quelques petites questions à vous poser. La première, comment votre association a réagi pendant l'épidémie du Covid? Est-ce qu'il y a eu un impact particulier? Est-ce qu'il n'y en a pas eu? Comment ça s'est passé pour votre association? Pendant la période de Covid, comment est-ce qu'on fait pour proposer du dépistage, de l'accompagnement pendant une période de confinement? C'est vrai que ce n'est pas parce que les personnes ont été confinées que les rapports sexuels se sont arrêtés. Et pourtant, un constat qui est partagé avec la Ligue contre le cancer et AIDS, c'est le recul du dépistage pendant cette période 2020, moins 70% du dépistage. Et aujourd'hui, on arrive petit à petit à rattraper les chiffres de l'année dernière qui devraient être publiés et réactualisés très prochainement, dans les prochaines heures, voire les prochains jours au plus tard par Santé publique France, montrent qu'on n'a pas encore réussi à récupérer le retard ou le niveau de dépistage qu'on avait en 2019. Donc ça, c'est un très gros travail. Nous, on a continué de se mobiliser, de garder nos lieux au maximum ouverts, d'envoyer des autotests. Mais la plus grosse problématique, c'est celle de la santé mentale. Ces personnes qui ont été isolées, comment est-ce qu'on les a accompagnées? Ça a été un gros enjeu pour nos associations, et la Fédération le sait très bien, pour garantir l'accès au logement. Comment est-ce qu'on accompagne les personnes précaires pendant cette période-là? Et après, je pense qu'il y a un point qui était nécessaire et que Aide a rappelé, c'est celui de l'enjeu des vaccinations. Aide a toujours été défenseur de l'innovation et de l'accès au traitement et à la vaccination. Si demain on avait un vaccin pour le VIH, évidemment, Aide, après les contrôles de vigilance, bien évidemment par les autorités auxquelles on participerait, la vaccination à la Covid-19 a été une priorité pour nous, au-delà du dépistage, parce que c'était garantir une protection pour les personnes les plus vulnérables. Je pense que ça a pu être une question taboue, parfois, pour les associations. Comment est-ce qu'on se mobilise dans un contexte où la population n'a pas pu prendre part dans la démocratie en santé, qui a été très affaiblie, mais comme la démocratie tout court pendant cette période. Donc, dans un premier temps, ça a été de redonner la parole aux personnes isolées, précaires, faire du diagnostic, comme on sait faire. Et après, en effet, quand on a eu les médicaments qui sont arrivés, donc le vaccin, mais aussi les traitements pour les personnes une fois exposées, c'était tout cet enjeu de les faire connaître et de les rendre accessibles. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir du dépistage proposé, des traitements proposés, du vaccin proposé. Encore est-il qu'il faut que ce soit accessible sur tout le territoire. Ça a été notre gros combat aux côtés des pouvoirs publics et aux multiples contributions qu'on a pu apporter dans le cadre du rapport Pité. À l'époque aussi au professeur Salomon, qui avant d'être directeur général de la santé avait préparé la stratégie de déconfinement à laquelle Aide a contribué, l'évaluation du rapport Chauvin pour refaire une politique de santé publique. Plus récemment, dans le rapport Emmanuel Ruch sur la démocratie en santé, une urgence de santé publique, comment est-ce qu'on redonne la parole aux personnes malades dans notre système de santé? Très bien, merci beaucoup. Je vous remercie. La parole maintenant à vous, docteur Olivier Semama, pour la Direction générale de la santé. Je vous laisse la parole, allez-y. Alors, je vais commencer mon propos par rappeler ce que c'est que la Direction générale de la santé, qui est une direction du ministère de la Santé et de la Prévention. Cette direction, elle pilote un certain nombre de politiques de santé publique dans des champs extrêmement divers, que peuvent être la lutte contre les épidémies, la prévention des addictions, la prévention en santé mentale, ou la prévention des maladies chroniques, mais aussi le champ des produits de santé, de leur réglementation, ou le champ de la santé environnementale. Donc un panel d'actions extrêmement large. Et donc moi j'ai la chance de diriger un bureau qui porte la politique en matière de santé sexuelle et reproductive. Donc à la fois la lutte contre le VIH qui retient notre attention aujourd'hui, mais aussi la santé reproductive à travers l'accès à la contraception ou à l'interruption volontaire de grossesse.
Alors, je voulais introduire mon propos par quelques éléments d'abord de constat et aussi de remerciements, puisque 40 ans après la découverte du virus du VIH, beaucoup de chemin a été parcouru en matière de lutte contre cette infection, et je voulais saluer justement la mobilisation de tous les professionnels du secteur sanitaire, mais aussi du secteur médico-social et social, et les associations, bien sûr, qui œuvrent au quotidien pour prévenir la propagation du virus et pour prendre en charge les personnes vivant avec le VIH. C'est grâce à leur engagement sans faille et à leur constante disponibilité au service des patients que nous maintenons cette vigilance face à une épidémie qui n'est malheureusement pas encore vaincue. Emmanuel Baudouanier a évoqué l'objectif énoncé par l'ONU-SIDA d'une élimination de l'épidémie d'infection par le VIH d'ici 2030, c'est-à-dire 0 nouvelle contamination au VIH, 0 nouveau cas de SIDA et 0 discrimination. Et c'est évidemment un objectif cardinal pour la politique de lutte contre le VIH en France, et la disponibilité des traitements antirétroviraux et des outils de prévention diversifiés rend cet objectif ambitieux, mais clairement réalisable. Et c'est en tout cas l'ambition que porte la Direction générale de la santé d'aboutir à cette élimination d'ici 2030, qui est un horizon temporel court. Donc, comme je l'ai dit, c'est un objectif cardinal de la stratégie nationale de santé sexuelle, qui est le cadre général de la politique en matière de santé sexuelle, et des feuilles de route qui la déclinent en actions concrètes. Donc afin de répondre à ces objectifs ambitieux en matière de santé sexuelle et reproductive, la France s'est dotée de cette stratégie nationale de santé sexuelle qui court sur les années 2017 à 2030 et qui se traduit par des feuilles de route dont la deuxième est actuellement en cours et concerne donc les années 2021 à 2024. C'est une feuille de route qui s'inscrit à la fois dans la continuité de la précédente et qui a aussi pris en compte le contexte de crise sanitaire dans lequel elle a été préparée, et donc contexte qui, comme ça a été rappelé, a renforcé la prégnance des enjeux de santé publique en matière de santé sexuelle et l'urgence à agir pour rattraper les retards de prévention et de dépistage qui ont été notés. Cette feuille de route, elle met en avant l'approche globale, transversale, intégrée et positive de la santé sexuelle, en renforçant l'approche par parcours de vie et de santé, avec un certain nombre d'ambitions fortes. La première de ces ambitions, c'est de faire un pas décisif dans la diversification de l'accès au dépistage et aux outils de prévention, afin de réduire au maximum les occasions manquées de prévenir une infection par le VIH, une IST ou une hépatite. Et je voulais vraiment insister sur, ça a été très clairement rappelé, mais l'importance du dépistage dans le champ de la lutte contre le VIH. Et pour nous, c'est un enjeu véritablement majeur. Deuxième ambition importante, c'est poursuivre résolument l'information, la promotion et la formation à la santé sexuelle dans tous les milieux et à toutes les étapes de la vie, pour agir en profondeur sur la perception de la santé sexuelle globale et favoriser l'égalité de genre et lutter contre les discriminations. Troisième ambition, c'est accroître l'offre en santé sexuelle en la rendant plus accessible et plus lisible pour nos concitoyens et concitoyennes. Et enfin, faire de la proximité un principe d'action et adapter notamment les modes d'agir aux spécificités des territoires et aux besoins des populations, notamment les populations les plus vulnérables, les plus éloignées du système de santé. Donc ces ambitions, elles sont traduites en un certain nombre d'actions prioritaires, à la fois nationales, mais aussi avec une déclinaison adaptée au territoire ultramarin, dans une logique qui mêle à la fois l'approche transversale en direction de la population générale et le développement de réponses plus spécifiques pour répondre aux besoins particuliers des populations, notamment les populations clés et les populations les plus vulnérables.
Alors je voulais insister sur un certain nombre de mesures fortes qui visent à faciliter l'accès au parcours en santé sexuelle et notamment à la prévention, au dépistage du VIH. Donc, premier élément, et ça traduit les ambitions que nous portons en matière d'accès au dépistage, il est désormais possible de faire un dépistage sérologique du VIH sans prescription et avec une prise en charge à 100% dans tous les laboratoires de biologie médicale. C'est ce qu'on appelle le dispositif VIH-Test, qui est en place depuis le 1er janvier 2022 et qui sera étendu à d'autres infections sexuellement transmissibles dans les mois qui viennent. Donc c'est un dispositif qui complète la palette de l'offre de dépistage, donc aux côtés du dépistage sur prescription, mais aussi des tests rapides d'orientation diagnostique qui ont été déjà évoqués, donc qui sont réalisés notamment dans le cadre d'actions d'aller vers portées par les associations, et puis les autotests VIH. Autre élément extrêmement important en termes d'action, c'est l'importance de la stratégie globale de prévention combinée, qui repose donc sur le préservatif, les traitements médicamenteux des personnes séropositives qui évitent, comme cela a été dit, la transmission du VIH, c'est ce qu'on appelle le TASP, Treatment as Prevention, le traitement post-exposition au VIH, et puis la prophylaxie pré-exposition au VIH, la PrEP. Donc en matière de PrEP, un premier pas a été franchi avec depuis le 1er juin 2021 l'ouverture de la primo-prescription de la PrEP à tout médecin afin de favoriser donc un recours plus large à cette PrEP avec pour objectif la réduction de l'incidence au niveau collectif, la réduction de l'incidence du VIH au niveau collectif et puis au niveau individuel, le renforcement des capacités des personnes à se protéger. Donc cette PrEP pour nous c'est vraiment un outil de prévention majeur pour augmenter le niveau global de protection vis-à-vis du VIH et notre souhait c'est qu'en effet elle puisse bénéficier à une population plus large que les 40 000 personnes évoquées par Emmanuel tout à l'heure, et notamment des populations moins touchées que sont les femmes, les personnes originaires d'Afrique subsaharienne ou de la région Caraïbe également. Autre mesure phare, depuis le 1er janvier 2023, les préservatifs sont délivrés en pharmacie sans ordonnance et pris en charge à 100% pour les personnes de moins de 26 ans. Et ça concerne donc à la fois les préservatifs externes, mais aussi les préservatifs internes, dont certains sont en cours d'inscription pour l'accès au remboursement et donc pourront être accessibles à travers ce dispositif. En matière de prévention combinée, il est aussi extrêmement important de pouvoir informer la population sur l'ensemble de ces dispositifs. Et c'est la raison pour laquelle Santé publique France lance une nouvelle campagne de promotion de la prévention combinée en direction du grand public, donc à l'occasion du 1er décembre. C'est en fait le deuxième chapitre d'une campagne qui s'intitule « Tout le monde se pose des questions sur sa sexualité » et qui a été diffusée à l'occasion de la semaine de la santé sexuelle en mai-juin de cette année. Et là, ce deuxième chapitre, il a pour objectif d'informer sur la diversité et la complémentarité des outils de protection et de dépistage et d'inciter à se renseigner sur chacun d'entre eux. Donc c'est une campagne qui sera diffusée en télévision, affichage, digital, qui a commencé le 24 novembre et qui durera jusqu'au 15 décembre avec aussi un certain nombre d'outils pour les acteurs de terrain. Parmi les outils de la prévention combinée, il y a également donc le traitement post-exposition au VIH et nous souhaitons renforcer l'accessibilité à ce traitement post-exposition, notamment en permettant sa délivrance sous la forme de starter kit, c'est-à-dire de kits comprenant quelques comprimés par les médecins généralistes, puis dans un deuxième temps par les pharmaciens. Autre chantier majeur de notre côté, qui accompagne l'ensemble de ces efforts pour lutter contre le VIH, c'est la structuration des parcours en santé sexuelle. Donc là, notre ambition, c'est de garantir à chacun et chacune, en fonction de ses besoins, l'accès à une offre lisible, adaptée et coordonnée
de santé sexuelle au niveau territorial. Alors ça passe notamment par le développement de l'approche en santé communautaire, qui repose sur la médiation en santé, l'implication des pairs, et les outils indispensables pour permettre l'accessibilité à l'information et l'accès aux soins, comme l'interprétariat en santé, qui est aussi un outil extrêmement important. Une des illustrations, ce sont les centres de santé sexuelle d'approche communautaire, donc qui ont fait l'objet d'une expérimentation dans le cadre d'un dispositif qui est celui de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, et qui sont maintenant en phase d'entrée dans le droit commun, et c'est une très grande satisfaction pour nous que l'évaluation ait montré l'intérêt de ces centres de santé sexuelle d'approche communautaire, qui sont vraiment une réponse intégrée, extrêmement intéressante aux enjeux de la prévention, de l'accompagnement des patients, notamment en direction d'un certain nombre de populations clés. Par ailleurs, on prévoit également de renforcer l'accessibilité des CJ, les centres gratuits d'information, de dépistage et diagnostic du VIH, des IST, des hépatites, grâce au développement de la téléconsultation en santé sexuelle. Et enfin, on souhaite faciliter l'accès référencé à une offre en santé sexuelle sur les territoires grâce à des outils numériques adaptés, notamment pour les populations les plus éloignées du système de santé, avec le développement d'une page spécifique sur santé.fr qui présentera au public l'ensemble de l'offre en santé sexuelle disponible près de chacun et chacune. Enfin, je voulais terminer par un dernier enjeu extrêmement important pour nous, qui est celui de l'amélioration de la qualité de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et de leur qualité de vie, ce qui passe par évidemment un accès rapide aux traitements antirétroviraux, mais qui passe aussi par la lutte contre les principales inégalités d'accès aux traitements, que sont le problème de l'accès aux droits. Et ça a été évoqué sur la question de l'AME, donc avec les problèmes de couverture maladie, de titres de séjour, mais c'est aussi l'accès au logement, au transport, la lutte contre la précarité, la lutte contre les discriminations, et c'est vraiment voilà, pour faire le lien avec ce que Morgane pourra évoquer juste après, vraiment l'importance de l'accompagnement médico-social à travers notamment un dispositif comme celui des appartements de coordination thérapeutique. Voilà, on sait qu'il reste malheureusement énormément de choses à faire, qu'il y a eu des progrès, mais des défis importants restent devant nous, et vous pouvez compter bien sûr sur l'engagement de la Direction générale de la santé, en lien avec tous nos partenaires associatifs, professionnels de santé, agences et autres ministères, pour poursuivre résolument notre mobilisation. Merci beaucoup. J'aurais une petite question de conclusion. On voit effectivement que l'engagement public n'a pas faibli. Et même si le combat reste encore long et qu'on a quand même une ambition 2030 assez haute, est-ce que c'est un peu une spécificité française d'avoir lancé un tel engagement? Quelles sont les clés? Alors je ne vais pas dire de la réussite parce que le combat continue, mais quand même d'un engagement sans faille des pouvoirs publics sur ce sujet. Quel est d'après vous en fait ce qui fait que la France s'est quand même particulièrement investie sur ce sujet? Alors, c'est une question qui n'est pas simple. Je pense qu'il y a sans doute différents facteurs qui expliquent le maintien de cette mobilisation. Je pense qu'il y a eu le souhait d'intégrer tous ces enjeux liés à la lutte contre le VIH dans une approche globale à travers la stratégie nationale de santé sexuelle, et donc de répondre plus globalement aussi, sans nier les enjeux spécifiques liés à la lutte contre le VIH, mais finalement donner une autre dimension à cette lutte contre le VIH. Par ailleurs, ce qui est évidemment un élément extrêmement important, c'est l'action de l'ensemble des partenaires du ministère de la Santé et de la Prévention. Et évidemment,
on est aiguillonné au bon sens du terme par tous nos partenaires associatifs, mais aussi professionnels, qui remontent grâce à leur vigilance continue sur le terrain les besoins qui restent importants. Et donc pour nous, c'est évidemment aussi un élément fort pour maintenir cette mobilisation au quotidien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Le docteur Semama a dû quitter le plateau pour rejoindre plusieurs réunions à la Direction générale de santé et notamment Grégory Emery, qui est le directeur général de la DGS, que nous saluons et on sait qu'il nous regarde. Merci infiniment au docteur Semama de nous avoir donné un petit peu de son temps pour nous éclairer sur ces dispositifs et nous pouvons reprendre les débats. Morgane Nicot, donc à vous de prendre la parole. Un petit aparté, donc Morgane Nicot est aussi de la Direction générale de santé, quelqu'un qui est en lien direct et régulier avec la Fédération Santé Habitat. C'est une particularité aussi du travail entre la DGS et la Fédération. Pour avoir connu d'autres fédérations, il est rare de voir un travail aussi poussé entre les pouvoirs publics et une fédération. On en reparlera en termes fonctionnement. Mais je vous en prie, vous avez la parole. Merci beaucoup Grégory, merci à tous pour cette invitation. Je vais effectivement revenir sur l'importance et la qualité de notre collaboration très étroite en la mettant en lien d'une part avec l'histoire du bureau dirigé par Olivier Semama, mais voilà, également avec le poste que j'occupe aujourd'hui. En fait, le bureau dit SP2, donc Santé des populations, bureau numéro 2, est l'ancien bureau uniquement dédié au sida, du temps où on parlait du VIH, mais avant tout du sida, ce qu'on évoquait tout à l'heure dans les années 90. Voilà, on était assez facilement, rapidement malade avec peu de perspectives et donc voilà, les associations puis les pouvoirs publics s'en sont emparés et un bureau lui était entièrement dédié dont nous sommes issus et nous en sommes très fiers, même si nous avons maintenant inclus cette question-là celle de la santé sexuelle de façon plus globale, et ce qui lui donne d'autant plus de portée. C'est pas au détriment du VIH-Sida, c'est avec le VIH-Sida. Et c'est pourquoi le bureau SP2 est chargé du pilotage national des appartements de coordination thérapeutique. Et cela fait donc partie du poste que j'occupe aujourd'hui, qui, de manière plus générale, est dédié à l'ensemble des populations vulnérables. C'est-à-dire que, outre toutes celles qui peuvent être accueillies en ACT, je suis l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques qui sont également dédiées de façon classique au niveau social aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, aux jeunes en difficulté, particulièrement évidemment ce qu'on appelle les enfants protégés, confiés à l'aide sociale à l'enfance, toutes les personnes en situation de précarité, les différentes populations migrantes, et puis plus particulièrement en lien avec la thématique de SP2, j'ai aussi en charge les politiques en faveur des personnes LGBTQI+, particulièrement des personnes trans, mais pas uniquement, et enfin des personnes en situation de prostitution, travailleurs du sexe. Donc, la cohérence de ce poste et la vulnérabilité des personnes, et c'est ce qui m'anime d'être au service de ceux qui en ont le plus besoin. C'est pour ça que je souhaiterais commencer par parler des liens entre la santé et la précarité et la préoccupation des pouvoirs publics à ce sujet. Ce sont des liens qui sont désormais bien établis, toujours bien de le rappeler à mon sens, d'autant que ça fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire que la précarité génère quasi inévitablement des problèmes de santé, ceci étant lié aux conditions de vie des personnes, les difficultés pour se nourrir, pour avoir un sommeil de qualité, des conditions de vie en termes de logement et d'hébergement saines, adaptées, impactent forcément la santé. Et par ailleurs, alors que ce sont ceux qui en ont le plus besoin, ce sont ceux qui ont le plus de difficultés
à accéder à la prévention et aux soins pour de multiples raisons qu'on a pu évoqué rapidement tout à l'heure. Voilà. Faut-il encore avoir des droits? Faut-il pouvoir encore en assumer le coût? Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle le manque de littératie en santé, c'est-à-dire en fait la capacité à comprendre et à s'approprier toutes les informations que l'on peut vous délivrer pour pouvoir prendre soin de vous. Et puis, je souhaiterais également citer, on a pu l'évoquer, la perte de confiance dans les institutions, dans le système de soins, dans les professionnels de santé, que ces personnes peuvent parfois ressentir après avoir subi, ou en tout cas avoir craint de subir, mais ça ne reste pas moins important, des discriminations, des stigmatisations, du rejet. Je voudrais juste vous donner un chiffre pour illustrer mon propos et parce qu'il est en lien avec les appartements de coordination thérapeutique. Une étude assez récente de l'adresse pose que les 10% les plus modestes de la population française développent systématiquement et beaucoup plus souvent des maladies chroniques que les 10% les plus aisés. Et ce rapport de risque peut aller jusqu'à quasiment 3 fois plus de risques. Donc c'est vraiment pas négligeable. Voilà, et quand je disais tout à l'heure que les liens étaient malheureusement réciproques, les problèmes de santé peuvent également générer de la précarité et ou l'aggraver parce qu'ils ont beaucoup de répercussions sur le travail. Emmanuel pouvait en parler tout à l'heure. Qui dit répercussions sur le travail peut dire répercussions sur le logement, le fait de pouvoir garder son logement. Et voilà, il me tient aussi à cœur de citer tout l'impact sur la vie familiale et sociale. Quand on parle de santé mentale, de bien-être des personnes, voilà, du coup de pouvoir prendre soin de soi-même, c'est très compliqué quand on a des problèmes de santé. Donc l'État s'est emparé réellement, toujours faire plus et faire mieux, et on s'engage voilà, tous ensemble en ce sens-là, mais, voilà, pour poursuivre la réduction du coup de ce qu'on appelle les inégalités sociales de santé. Grégory a pu les citer tout à l'heure. Voilà, et cela passe notamment par le développement progressif de structures dites médico-sociales, c'est-à-dire qui vont à la fois accompagner les problématiques de santé, mais aussi voilà, toutes celles de la vie sociale et personnelle de la personne. Donc vraiment, pour ces personnes en situation de précarité, Léonard a pu en évoquer quelques-unes tout à l'heure. Je vais essayer de vous en brosser un panel assez complet. Il y a d'abord ce qu'on appelle les PASS, les permanences d'accès aux soins de santé, qui se trouvaient d'abord uniquement dans les hôpitaux. Maintenant, voilà, elles se développent également en ville, voire de façon mobile. Donc, une première étape voilà, pour accéder à des soins, même quand on n'a pas ou pas encore de droit. Les ACT, évidemment, tout premier, voilà, je reviendrai sur cet historique. Il y a aussi les LAM, les lits d'accueil médicalisés, les LHSS dont Léonard a pu parler. Et puis je voulais aussi citer les 1 chez soi d'abord. Je ne rentre pas dans les détails de chacun de ces dispositifs, mais pour vous dire que l'État a essayé de penser les différents publics, les différentes missions voilà, qui sont nécessaires par rapport aux personnes en situation de précarité ayant des problèmes de santé, voilà, pour couvrir le spectre de façon la plus large possible, voilà, du coup, en posant des organisations et des fonctionnements propres à chacun de ces dispositifs. Il y a aussi les versants mobiles qui ont pu être évoqués. Alors, avant même la Covid, il y avait les EMPP, les équipes mobiles psychiatrie précarité, qui ont été extrêmement importantes voilà, en regard de l'évolution par ailleurs de la psychiatrie. Et puis, pendant la Covid, il y a voilà, eu le constat de l'importance de ce qu'on appelle maintenant l'aller vers, dont on parle beaucoup. Voilà, des dispositifs existent, mais que les personnes ne peuvent ou ne veulent s'en saisir, ils ne vont pas atteindre leur but. Et certaines personnes sont trop éloignées du soin, trop isolées pour pouvoir aller d'elles-mêmes vers les dispositifs. Et ce sont ces fameuses équipes mobiles
et ou de jour, voilà, qui ont pu être pérennisés et même développés à l'issue de la Covid. Donc les ACT hors les murs, mais aussi les LHSS mobiles et de jour, les équipes spécialisées de soins infirmiers précarité, les équipes mobiles santé précarité. Alors les ACT, maintenant, ils avaient plus qu'un coup d'avance. Et voilà, c'est ce que je voulais saluer aujourd'hui par rapport à la santé précarité et par rapport aux personnes vivant avec le VIH. Voilà, parce que je ne sais pas qui d'autre qu'eux aurait pu s'emparer de ces sujets quand ils l'ont fait. Je parlais en termes d'histoire, de chronologie. Léonard a pu évoquer tout à l'heure la date de 94 sur laquelle je reviendrai. Voilà, c'est-à-dire plus de 10 ans avant les EMPP, plus de 20 ans avant tous les autres dispositifs santé-précarité. Donc je pense qu'à un moment, ça pose le rôle historique des ACT pour être là pour ces personnes pour lesquelles personne ne voulait être là à l'époque. Et voilà, je trouve que c'est très important de le saluer aujourd'hui et de le saluer dans le cadre du 1er décembre, parce qu'en 1994, c'est malheureusement encore un peu le cas aujourd'hui, mais rappelons-nous vraiment les années 90, le sida effrayait tout le monde. Il était synonyme de mort. Je suis désolée d'être aussi dure, douloureuse dans mes mots, mais voilà, pour tous ceux qui l'ont vécu, et je suis d'une génération, d'un âge voilà, qui me permet d'en parler ainsi. Voilà, personne ne voulait accueillir et s'occuper de ces personnes-là. Voilà, et les ACT ont été les premiers et longtemps les seuls à leur tendre la main. Donc je souhaitais vraiment saluer ça voilà, aujourd'hui et du coup dire que je suis très honorée de travailler en lien étroit avec la FSH et avec les associations gestionnaires d'ACT. Donc je ne vais peut-être pas revenir sur les circulaires de 93 puis de 94 que Léonard a pu évoquer, mais du coup souligner qu'en fait l'État a su soutenir ce qui venait des associations. Voilà, comme quoi notre collaboration est bien indispensable. Voilà, ce sont bien des associations de lutte contre le sida voilà, qui se sont mobilisées et qui ont été à l'initiative de ce type de dispositif, mais l'État a su quand même rapidement le reconnaître et en permettre l'expérimentation. Voilà, donc moi je voulais vraiment souligner ce rôle des associations, des ACT, pour avoir bien voulu et su accueillir ces personnes, en prendre soin, les mettre en lien, alors que voilà, ils étaient rejetés par tant de personnes. Donc je trouve que de leur avoir offert de la considération en lieu et place de ce rejet, ça a permis de leur redonner toute la dignité à laquelle ils avaient le droit. Voilà, je voudrais vraiment en profiter aujourd'hui pour remercier très très chaleureusement tous ceux qui ont permis ça. Alors les ACT ont beaucoup évolué en presque 30 ans. Donc aujourd'hui, les personnes vivant avec le VIH s'y trouvent, mais parmi effectivement d'autres personnes atteintes d'autres maladies chroniques, comme Léonard a pu le citer. Il s'agissait d'abord de réussir à pérenniser les ACT, puisqu'effectivement, voilà, on est parti d'une expérimentation, mais l'évaluation a été extrêmement favorable. C'est-à-dire que d'une part, le besoin persistait, malheureusement, voilà, mais les ACT avaient su prouver l'utilité médicale, sociale et économique, puisqu'il s'agit bien de financer un dispositif qui a pu conduire à la fin de l'expérimentation, mais bien pour les inscrire dans le droit commun, donc par la loi du 2 janvier 2002, que moi je qualifierais de fameuse, la loi rénovant l'action sociale et médico-sociale, qui a donc permis d'inscrire ces établissements dans le Code de l'action sociale et familiale. À tel point que cette reconnaissance de l'expertise acquise effectivement par les ACT pour offrir un accompagnement global de grande qualité devait
bénéficie à toutes les personnes atteintes d'une pathologie chronique et en situation de précarité, comme Léonard a pu l'évoquer. Je voudrais néanmoins souligner que les ACT restent une orientation de choix pour les personnes vivant avec le VIH, ayant besoin d'un accompagnement. Alors oui, aujourd'hui, être porteur du VIH, c'est être atteint d'une maladie chronique qui se soigne, qui se traite bien, qui permet de vivre longtemps. Si on accède au traitement, si on est dans un environnement et dans une qualité de vie qui le permet. Donc toutes les PV-VIH, personnes vivant avec le VIH n'ayant pas spontanément ces conditions-là, ont toujours besoin d'un accueil et d'un accompagnement. Et voilà, telle est bien la mission des ACT. Et le VIH reste la pathologie majoritaire, que ce soit en termes de candidature, bien sûr, adressée aux ACT, mais aussi dans leur file active. Je tiens à le préciser parce que le chiffre dans l'absolu a certes baissé, mais c'est à mettre en lien avec le très très important développement de ce dispositif, puisqu'on est passé de quelques places en 1994 à 3750 places avec hébergement financé fin 2023. Donc si les ACT accueillaient 663 personnes atteintes du VIH en 2004, elles en accueillent aujourd'hui 851, donc ça reste plus, alors qu'on est passé de 88% de la file active à un peu moins de 23%. Donc je pense que toutes les personnes qui orientent des personnes en situation de précarité malades ont bien en tête que dès lors que la pathologie en question est le VIH, elles seront toujours bienvenues en ACT, on accueille même proportionnellement plus que de candidats de candidatures qu'ils reçoivent. Voilà. Alors, à côté de ces personnes vivant avec le VIH, donc les ACT se sont ouverts à de nombreux publics et ont aussi vu évoluer leurs modalités d'accompagnement. Alors, en termes de public, j'ai envie de citer également le fait de pouvoir accueillir des accompagnants, et ce dès 2002. C'est important de se dire que quand on est malade, si jamais on n'est pas encore complètement isolé, qu'on a un conjoint, des enfants, un proche, peu importe, voilà, on n'est pas obligé de s'en séparer. Sinon, on a besoin de l'accompagnement global qu'offrent les ACT. Donc ça, c'est une des forces des ACT que je souhaitais souligner. On a pu évoquer également l'importance de l'accès aux droits. Et depuis 2020, les ACT peuvent aussi accueillir les personnes quelle que soit leur situation administrative. Une fois que l'on dit ça, on entend bien qu'il s'agit de pouvoir accueillir les personnes qui sont encore en situation irrégulière, voilà, et donc potentiellement sans droit, voilà, pour que leur santé et leur bien-être soient le moins en jeu possible. Les ACT se sont également ouverts aux personnes sortant de détention. Emmanuel a pu citer tout à l'heure l'importance pour ces personnes-là qui sont bien souvent précaires et bien souvent avec une santé fragile de pouvoir être dans des conditions à la sortie de détention voilà, qui ont à minima stabiliser leur état de santé, si ce n'est l'améliorer et permettre voilà, la meilleure suite possible pour eux. Donc les ACT savent le faire. Les ACT savent aussi accueillir des mineurs. Nous avons la chance concernant ce dispositif que les textes le permettent d'emblée. Donc un enfant malade qui se retrouve dans une situation voilà, de précarité avec sa famille, n'est pas obligé de se séparer de ses parents. Les parents ne sont pas obligés de se séparer de leur enfant. Ils peuvent continuer à vivre ensemble et tous bénéficier de l'accompagnement dont ils ont besoin en ACT. Et enfin, développer un petit peu les ACT hors les murs, puisque là encore, c'est une expérimentation, notamment dans la région Normandie bien connue de notre président préféré.
voilà, qu'est issu ce dispositif. Voilà, puisqu'en fait, les ACT, par expérience, voyaient qu'elles recevaient un certain nombre de candidatures de personnes qui avaient déjà un logement et surtout faisaient le constat de la fragilité des personnes au moment où elles sortaient des dispositifs, ce qui est vrai de tout dispositif social et médico-social. Quelle que soit la qualité, la durée de l'accompagnement, c'est toujours un moment un peu difficile, un moment de vulnérabilité. Voilà. Et donc ces personnes avaient besoin d'être accompagnées pendant cette transition. Et du coup, dès 2012, les ACT ont commencé à expérimenter l'exercice à domicile. Parallèlement à cela, dès 2002 aussi, l'évaluation des ACT, pour permettre leur pérennisation, avait relevé le fait que toutes les personnes vivant avec le VIH ne nécessitaient pas forcément, n'avaient pas forcément envie d'intégrer un ACT en tant que tel, que certains pouvaient être accueillis dans les structures de l'AHI, l'accueil, l'hébergement, l'insertion. Il n'empêche qu'elles avaient bien besoin de continuer à être soutenues par rapport à leur santé. Donc c'était important de pouvoir associer cet hébergement et cet accompagnement santé. Et enfin, je ne pense pas avoir besoin de développer le besoin d'accompagnement médico-social global des personnes à la rue qui ne peuvent ou ne veulent pas tout de suite intégrer un ACT. L'expérience menée donc notamment en Normandie ayant elle aussi été fort concluante, on a pu pérenniser cette forme hors les murs en 2021, donc en ouvrant ces ACT aux diverses situations que j'ai pu évoquer, et à fin 2023, nous finançons 1256 places d'ACT hors les murs sur l'ensemble du territoire. Alors, tout cela est très conséquent, mais reste insuffisant. Et on va continuer à œuvrer ensemble pour poursuivre la dynamique, pour que les ACT, qui accompagnent une population extrêmement diverse en termes de pathologie, d'âge, de situation familiale, administrative, en matière de logement et d'hébergement, puissent continuer à se développer et à être tout aussi qualitatifs, puisque du coup, cela réclame de connaître davantage de public, davantage de maladies, leur impact sur les personnes, les traitements, les besoins psychosociaux-éducatifs, les réseaux, les partenaires à mobiliser. Donc, c'est un champ de travail très 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 conséquent pour les ACT. Et, je suis vraiment à la disposition de la FSH et des associations gestionnaires pour qu'on puisse les soutenir dans ces missions extrêmement larges, les former, les outiller. Et parallèlement à ce développement qualitatif, je voudrais beaucoup insister sur le nécessaire développement quantitatif des ACT. Voilà, il s'est beaucoup développé, mais cela reste très insuffisant. Il suffit de constater les milliers de demandes auxquelles les ACT doivent émettre un avis défavorable faute de place chaque année, voilà, ce qui n'est pas étonnant en regard de l'augmentation de la précarité, malheureusement chaque année encore, mais aussi l'augmentation des personnes atteintes d'une maladie chronique. Donc nous continuerons, associations, fédérations et pouvoirs publics ensemble, à soutenir le développement qualitatif et quantitatif des appartements de coordination thérapeutique. Merci infiniment. Alors, je vais vous laisser réagir en 30 petites secondes, parce qu'on arrive presque à la clôture. Donc, je vais poser juste une micro-question à Morgane Nicot. Je vous laisse la parole. Et ensuite, on donnera la parole au président de la FSH, qui pourra justement clôturer les travaux, mais qui aussi pourra donner les orientations de la fédération, les demandes de la fédération. La fédération s'est aussi positionnée fortement contre la suppression de l'AME. L'AME est essentielle pour la fédération. Je laisserai le président en parler. Morgane Nicot, une petite question en 30 secondes pour vous faire réagir à deux chiffres intéressants. Plus de 50% des personnes prises en charge par les ACT viennent des hôpitaux publics, donc on voit qu'il y a un vrai lien de parcours. Et l'autre chiffre,
beaucoup de personnes prises en charge en ACT parfois sont en recherche de logement, en difficulté pour avoir un logement. Plus de 60% des gens qui sortent d'ACT trouvent un logement. Comment vous réagissez à ces chiffres ? C'est ce qui, je trouve qu'ils parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire que les ACT n'assurent pas uniquement le présent, mais aussi le futur des personnes. Donc les accueillent au moment où elles en ont le plus besoin. Sur le moment, leur assurent ce logement adapté, ces conditions de vie qui permettent de stabiliser, voire d'améliorer leur état de santé. Mais l'ensemble du travail mené, là notamment psychosocio-éducatif, permet d'améliorer toutes les dimensions de leur vie. Donc voilà, elles accèdent à un logement parce que souvent elles accèdent à des ressources, au travail si elles le peuvent, ou à des revenus de remplacement si tel n'est pas le cas. Et on pourrait encore citer bon nombre d'autres dimensions de leur vie qui sont améliorées grâce à l'accompagnement global des ACT. Merci infiniment. Emmanuel Baudonnet, à vous. Oui, très rapidement, ce que je trouve de formidable dans les appartements de coordination thérapeutique, au-delà de l'utilité, c'est que ça montre bien qu'une mobilisation des associations en interassociatif et des pouvoirs publics, ça peut fonctionner et ça donne de beaux dispositifs. Tout à l'heure, Olivier Semama parlait des centres de santé sexuelle d'approche communautaire, les fameux articles 51. On aurait pu aussi parler des articles 92, donc qui sont les expérimentations et innovations en santé pour associer les publics les plus vulnérables. En réalité, ce sont des dispositifs qui sont encore en expérimentation. Et j'ai entendu, article 51, sur les centres de santé sexuelle d'approche communautaire, qu'on irait dans le droit commun, et c'est une très bonne chose. Pour les articles 82, je leur souhaite la même chose, mais en fait, je souhaite à ces deux dispositifs la même vie que les appartements de coordination thérapeutique et la même réussite. Un point qui me semble important, c'est qu'au mois de mai, une quinzaine d'associations vont organiser des états généraux des personnes vivant avec le VIH, avec un objectif, c'est de faire le point, 40 ans après le début de l'épidémie, quels sont les besoins des populations actuelles vivant avec le VIH. Je pense que les ACT vont faire partie de ce qui va sortir, parce que précarité, parce que vieillissement. Et j'ai presque envie de donner rendez-vous à tout le monde aussi au mois de mai pour les états généraux des personnes vivant avec le VIH. Merci infiniment. Et on salue les travaux aussi, et vous dites bien, de l'article 51 LFSS qui... D'ailleurs, dans le PLFSS, actuellement, il y a un article qui permet de rentrer dans le droit commun un certain nombre d'expérimentations. Donc, on salue le bureau qui gère les articles 51 et Natacha Lemaire en particulier, qui a vraiment porté ces sujets-là pendant des années. Il y a énormément de belles choses qui sortent de ces expérimentations. Donc, encore une fois, c'est une source d'espoir. Donc, maintenant, la parole est à Monsieur Léonard Zitunga, le président de la Fédération Santé Habitat, pour justement que porte la Fédération et la clôture de nos travaux. Monsieur le Président, c'est à vous. Alors, avant de clôturer, revenir sur quelques mots que j'ai entendus. Olivier Semama avait parlé de proximité. Revenir aussi sur le vieillissement de la population, sur le travail aussi collectif entre les services de l'État, les associations et les fédérations. La proximité. La FSH, je le rappelle, est une fédération qui regroupe plus de 90 associations réparties sur l'ensemble du territoire, avec 13 coordinations régionales en présence en métropole et territoire ultramarin. Donc nous continuons et continuerons de faire ce travail collectif de proximité. Et avec ce travail de proximité, c'est comme ça qu'on met en exergue les besoins. J'ai entendu tout à l'heure ce qu'a évoqué Morgane sur le développement de l'offre des ACT qui est conséquent. Effectivement, en 2004, on était à 600 places. Aujourd'hui, on est à 3750. Donc, multiplié par plus de 6. Néanmoins, ça a été souligné aussi, on a des besoins qui restent conséquents, plus de 10 000 demandes qui ne sont pas satisfaites, certes, pas toutes liées au manque de place, mais ça reste conséquent. Et la question du vieillissement, Emmanuel a répété, l'a indiqué, je pense que c'est une question essentielle. Quand on parle des politiques, des personnes âgées, souvent ces personnes en situation de vulnérabilité ou de précarité, de même que les personnes en situation de handicap, elles ne sont pas souvent ou pas suffisamment dans le viseur. Et je salue Aide, j'avais été invité il y a quelques années, ils sont mobilisés depuis plusieurs années sur cette question du vieillissement. Il me semble qu'il est important d'avoir un accent particulier parce que
la maladie ou la précarité ont une incidence sur le vieillissement. Tout à l'heure, Morgane a rappelé le lien entre la santé et la précarité. Aujourd'hui, les personnes en situation de précarité, du fait de leur parcours, vieillissent prématurément. Et les équipements, les dispositifs qui existent ne prennent pas en compte cet aspect. Si on parle des maisons de retraite, la moyenne d'âge est de 84. Or, il y a des données qui montrent qu'à partir de 50-47 ans, on commence à être une personne vieillissante. Donc, c'est vraiment inscrit cette question de vieillissement des publics en situation de précarité atteints de pathologies chroniques soit prise en compte dans les politiques publiques. Après, il y a aussi eu la question de l'utilité des dispositifs santé-précarité que nous fédérons. Il y a une utilité sociale, une utilité médicale et une utilité économique. Aujourd'hui, les chiffres qui restent à actualiser, à un moment donné, il y avait 15% des personnes qui restaient dans les hôpitaux parce qu'il n'y avait pas de dispositif adapté. Donc, les dispositifs d'appartements de coordination thérapeutique, des lits altes soins santé, des lits d'accueil médicalisés sont des dispositifs qui interviennent en amont et en aval de l'hôpital. Et quand on met en phase l'utilité économique, dans un hôpital, c'est plus de 800 € par jour. Et si on prend le coût à la place, par exemple, des ACT qui viennent d'être revus à la hausse, merci le travail fait en commun avec la DGS qui est de 36 500 par an, par place, ça voudrait dire qu'on est à 100 € de prise en charge par jour. Donc, cette utilité économique, il faut qu'on puisse en prendre compte et une utilité sociale, économique. Donc, ça ne coûte pas cher et ça rend un service efficace, pertinent. Par rapport au travail que nous faisons ensemble, je reviendrai sur la question qui a été évoquée par Olivier Sema sur l'information publique, quand il parlait de prévention combinée. Il nous semble que aussi nous travaillons ensemble pour porter la connaissance de la population de ces dispositifs ACT liés à l'autosoin santé l'âme. Et bien sûr, cette vidéo y contribuera, mais il conviendra de regarder comment on peut porter à connaissance, et même des soignants, des fois, qui ne les connaissent pas. Certes, c'est le travail de la fédération de ses adhérents, mais là aussi, il faudra que nous travaillions ensemble. Par rapport au travail avec les services de l'État, notamment la DGS, ce travail est ancien. Pour reconnaître les ACT, ça n'a pas été un travail facile. La fédération s'est mobilisée, des fois jusqu'à aller même manifester dans les administrations publiques, mais surtout ça a été efficace. Le premier décret de 2002 qui élargissait les compétences des ACT a été travaillé, des fois tardivement, avec les services de la DGS et la fédération. Et comme ça a été souligné au début par Grégory et par Morgane, ce travail continue. Et cette émission de ce soir, de ce jour, montre que nous pouvons travailler encore ensemble, que nous travaillons intelligemment, nous mettons ensemble cette intelligence collective, administration, association, fédération. Maintenant, qu'est-ce que nous demandons? Par rapport à l'AME, et ça a été dit tout à l'heure, je crois que je dis des évidences, c'est une question de santé publique. Et tout à l'heure, j'évoquais le volet budgétaire. Et quand on brandit en disant que c'est cher, ça coûte cher, il faut arrêter de se raconter des histoires. L'AME représente 0,04% du budget de l'ONDAM. Donc, c'est une question de santé publique. Nous demandons à ce que nous appelons à un avenir sans stigmatisation, à un accès aux soins équitable de tout le monde. Je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on demande aussi, c'est bien évidemment continuer de développer ces dispositifs qui ont montré leur utilité. Et quand on investit auprès on dépense
pour les plus vulnérables de notre société, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Donc, nous continuerons avec nos adhérents, avec nos partenaires associatifs. Merci Aide et avec les services de l'État. Merci Morgane Nico et Olivier Sama. Merci pour ce travail que nous faisons chacun dans son rôle, dans le respect et dans la complémentarité. Et j'appelle de tous mes voeux que nous continuons à travailler ensemble dans cette bonne intelligence au profit des personnes les plus éloignées du système de soins de notre société, les plus fragiles. Et encore une fois, merci pour votre présence et merci pour cet échange que nous continuerons. On a notre journée le 1er décembre. Je sais, nous savons compter sur vous et c'est ainsi que nous pourrons réduire réellement les inégalités sociales de santé. Je vous remercie. Merci infiniment. Eh bien, écoutez, nous allons donc rendre l'antenne, comme on le dit, ce qui est sûr, et comme l'a très bien dit le président, association, fédération et pouvoir public, l'engagement ne faiblira pas. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci.